ça décolle. Ça décolle. Non, ça atterrit. Montréal, LaGuardia, Montréal, LaGuardia, New York. Une semaine de photos de rue à New York. J'ai bien hâte de vous en parler. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Ouf! Par où commencer? C'est effervescent dans ma tête, aussi effervescent et trépidant que la ville peut l'être. Aujourd'hui, j'ai surtout l'ambition d'aborder, si vous voulez, l'aspect de l'équipement que j'ai amené et que j'ai utilisé là-bas pour faire ma photo de rue. Mais je vais également souligner des éléments qui ont changé au niveau de la pratique. Ma dernière visite remontait à 2012 et là, avec le regard de 2020, je dois vous dire qu'il y a des choses qui ont changé pour le mieux et puis il y a des choses qui ont changé, à mon avis, pour le pire. Alors, on va regarder ces éléments-là. Il y a d'autres sujets également que je ne vais qu'effleurer, je vous dirais, mais on va certainement y revenir. Et bien entendu, ça va me faire plaisir de vous présenter quelques-unes des photos de rue que j'ai réalisées là-bas. Première chose, au niveau de l'équipement que j'ai utilisé pour faire mes photos de rue, ben, vous l'avez devant vous à 100%, c'est l'équipement que j'ai utilisé et je vais vous dire pourquoi. Mais la première des choses, voici l'équipement que je n'ai pas utilisé. Alors, regardez ça ici. Ça, c'était 5D Mark III avec un 24-70, je vous dirais. Habituellement, c'est l'équipement avec lequel je travaille, avec lequel je fais mes contrats. C'est vraiment, c'est un compagnon de route, ce sont des compagnons de route extraordinaire pour moi, mais quand on veut se promener dans Manhattan et passer incognito, c'est certainement pas avec ça ici qu'on y parvient. Alors définitivement, c'est ce vers quoi je ne voulais pas travailler, c'est ce vers quoi je ne voulais pas aller. À titre de comparaison, je viens de configurer mon boîtier et l'objectif que j'ai privilégié avec celui que je vous présentais et regardez-moi la différence, regardez-moi comment est-ce que c'est différent. La taille, tout ça, c'est non seulement au niveau de la lourdeur, mais si vous voulez passer incognito, ben, vous avez beaucoup plus de chances de le faire avec cette combinaison-ci. Alors, quelle est cette combinaison? Vous reconnaissez probablement mon nouveau EOS R, donc de Canon, donc plein capteur, je vous dirais. Et l'objectif que j'ai mis dessus, grâce à l'adaptateur, ben, c'est un 40 mm fixe. Objectif ou ouverture maximale de f2.8. Un objectif donc qui est en mode pancake, ce qui veut donc dire que c'est très étroit. Ça ne, évidemment, c'est pas très avancé de ce point de vue-là. Et quand on se promène avec ça, ben, on a beaucoup plus de chances de passer incognito, je vous dirais, que les gens remarquent moins. Si vous voulez, ça fait pas un ensemble qui est gros et volumineux et qui vient dire « Bonjour, je suis un photographe avec beaucoup de moyens » et puis blablabla, des choses comme ça. Ce qui, c'est toujours à éviter, je vous dirais. Non, dans ce cas ici, je travaillais donc avec cet objectif fixe qui attirait donc pas l'attention. Donc, un objectif fixe, ça veut dire que c'est nous qui nous déplaçons, c'est nous qui devons justement se rapprocher de notre sujet ou se reculer selon les situations, si vous voulez. Alors, c'est extrêmement intéressant et c'est un défi qui est fort pertinent, si vous voulez, pour la photo de rue. Je vais revenir dans une autre vidéo, mais disons que c'était le baptême pour mon EOS R et baptême concluant. J'adore mon nouveau boîtier, je l'adore au niveau de la double exposition et ça mérite en soi, si vous voulez, que je revienne et que je fasse une vidéo sur le EOS R et y compris au niveau de la double exposition, j'ai des choses extrêmement intéressantes à vous présenter à ce sujet-là. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aiment bien connaître les paramètres avec lesquels on travaille habituellement, donc c'est pour vous dire que dans ce cas ici, quand je travaillais avec mon EOS R et ma Pancake 40 mm, je mettais mon ouverture généralement milieu de gamme, c'est-à-dire f5.6. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça me permettait de réagir rapidement, soit d'ouvrir un peu plus ou encore de diminuer à ce moment-là mon ouverture selon les situations. Si je voulais avoir quelque chose où je voulais avoir plus de lumière, si vous voulez, c'était facile pour moi d'aller à f4 ou f2.8.
Par contre, assez souvent, il y avait des situations qui privilégiaient, si vous voulez, le filet d'action. Donc, j'avais besoin d'augmenter, si vous voulez, ma durée d'exposition. Alors, à partir de f5.6, ça me permettait, dis-je, de me déplacer rapidement vers des ouvertures de f11 ou f14, si vous voulez, ce qui me permettait donc d'étendre, si vous voulez, ma durée d'exposition pour faire mon filet d'action. D'ailleurs, à cet effet-là, j'ai une vidéo juste ici pour ceux qui sont intéressés à mieux connaître, si vous voulez, le filet d'action. Je pense que c'est une technique qui est extrêmement intéressante et très pertinente, surtout quand on se retrouve à New York. C'est une technique qui est intéressante à avoir dans son sac photo. En ce qui a trait aux ISO, à chaque fois, moi, j'ajuste ça selon la lumière ambiante. Je ne me mets jamais dans les ISO automatiques, sauf occasionnellement, si vous voulez, dans le domaine du sport, si vous voulez, surtout au niveau du sport intérieur ou sport extérieur. Mais pour le reste, absolument, j'ajuste toujours mes ISO selon la lumière ambiante que j'ai. Une autre pièce d'équipement qui est toujours pertinente et qui mérite une attention en soi. Et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, je vais faire une vidéo qui va porter sur ces appareils compacts-là, qui sont assez souvent, et tous les manufacturiers en ont, mais qui sont des appareils compacts qu'on pourrait dire enthousiastes pour les photographes enthousiastes ou encore experts, si vous voulez. Aujourd'hui, ils sont d'une très grande qualité. C'est extraordinaire les résultats qu'on est capable d'obtenir grâce à ces appareils compacts-là. Ça aussi, au niveau de la photo de rue, c'est une arme redoutable. C'est un instrument extraordinaire, si vous voulez, et ça mérite que j'y revienne. Mais dans ce cas ici, s'il y a quelque chose là, qui a été un très beau complément, si vous voulez, à mon boîtier principal, ben, c'était l'appareil compact que j'avais ici au niveau de sa portée, si vous voulez, et également au niveau des ouvertures, ben, ce sont des appareils qui habituellement sont capables d'offrir des ouvertures extrêmement intéressantes. Alors, je vais y revenir, mais voilà le deuxième compagnon de voyage que j'avais avec moi, et dans ce cas ici, c'était le Canon G5X. Il y a des phénomènes intéressants que j'ai pu constater au niveau de la photo de rue qui ont bien changé. Comme je vous le disais, mon dernier passage à New York datait de 2012. Et là, de vivre l'expérience en 2020, ben, c'est devenu un peu autre chose. La première chose qui a changé, évidemment, c'est toute l'émergence de la prise de photos avec les téléphones cellulaires. Entre 2012, la dernière fois où j'étais à New York, et puis 2020, je vous dirais, ben, vous connaissez bien sûr la popularité que ça a prise, évidemment, par rapport à tout cela. Et évidemment, partout où est-ce qu'on se déplace, ben, évidemment, les téléphones, la prise des photos avec les téléphones cellulaires ou portables, si vous voulez, ben, c'est d'actualité. Et avec cette actualité-là est venu le phénomène Instagram. Lorsqu'on vous dit de regarder des éléments, si vous voulez faire du repérage pour de la photo de rue et trouver de bons endroits ou de bons lieux pour, à ce moment-là, faire des choses, et de consulter des sites comme Instagram, si vous voulez, ben, ça fonctionne super bien. Ça vous présente vraiment des trucs qui sont très intéressants. Le petit hic, c'est que vous êtes plusieurs centaines de milliers, sinon des millions, à voir les mêmes choses, à voir les mêmes lieux, et à avoir le même réflexe de dire « je vais aller faire une photo là ». Alors, il y a des endroits aujourd'hui où est-ce que ce n'est plus travaillable du tout. On peut s'y déplacer, on peut y aller. J'ai à l'esprit Dumbo, le quartier Dumbo qui est à Brooklyn, la fameuse photo où est-ce qu'on est capable de faire une photo dans la rue, mais on voit le pont de Manhattan à l'arrière-plan. À moins de se lever aux aurores, mais encore là, vous ne serez pas le premier ou le seul à avoir pensé à se lever aux aurores, si vous voulez, et d'y arriver et d'espérer que la température soit intéressante. Mais bref, dans des endroits qui sont très Instagram, si vous voulez, ben, c'est extrêmement difficile à ce moment-là de pouvoir sortir avec une photo, la photo que vous pouviez avoir à l'esprit, si vous voulez. Alors, deuxième phénomène qui m'a fasciné, si vous voulez, c'est par exemple de prendre une photo à la gare centrale. Je vous présente celle que j'ai prise en 2012 et c'était très tôt le matin, je vous dirais, et j'ai eu à peine le temps de prendre quelques photos et les policiers m'ont demandé absolument de quitter les lieux, que la prise de photo elle était interdite, blablabla, des choses comme ça. Bon, je m'en suis tiré, je vous dirais strictement avec cet avertissement-là et j'ai quitté, mais en 2012, c'était là la situation qu'on avait. En 2020, à la gare centrale, je suis là et voici la photo que j'ai prise. En fait, c'est une double exposition. J'y reviendrai dans une vidéo éventuellement. J'ai pu faire cette photo-là. Regardez le nombre de personnes qui prennent des photos. Regardez là, tout le monde est là. C'est un lieu très Instagram, très populaire. Alors,
Voilà des éléments où ça a beaucoup changé, je vous dirais. Un autre endroit où ça a beaucoup changé, puis ça me fascinait, par exemple, au MoMA, le Museum of Modern Art, le musée d'art moderne, le MoMA. Nouveau bâtiment, extraordinaire, magnifique lieu. Ça vaut le détour. Non seulement ça vaut le détour, mais c'est une destination en soi. Alors, dans le MoMA, par exemple, eh bien, surprise, habituellement dans un musée, prendre des photos, on se fait semoncer plus tôt, puis habituellement, bien au contraire, dans le MoMA, tout le monde se promène avec son appareil photo, tout le monde fait des selfies, tout le monde, il y a des endroits qui sont très Instagram, si vous voulez. Alors, c'est fascinant de voir comment tout s'est relâché, si vous voulez. Et moi, ben, j'en ai profité pour faire une série là, que je vous présente, dont je vous présente quelques photos, je vous dirais, surtout de gens, où est-ce qu'à un moment donné, je me suis pris au jeu de tenter de prendre des photos de gens et d'œuvres et la similarité qu'il pouvait y avoir entre les gens et entre les personnes, si vous voulez, qui regardaient les œuvres. Je me disais tout le temps que je prenais ces photos-là, on devient ce qu'on voit. Et puis, c'était toujours le leitmotiv qui me revenait. On dirait que les gens regardaient des choses, et regardaient des œuvres et devenaient l'œuvre en tant que telle, avec les vêtements, avec les motifs, etc., etc. Donc, bref, quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, comme je vous dis, c'est le phénomène que la prise de photo, aujourd'hui, elle est tolérée et acceptée à des endroits où est-ce que... par le passé, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de faire de la photo à ces endroits-là. Allez, maintenant... Prenez votre carte d'embarquement, puis je vous amène dans les rues de New York.